Bonjour tout le monde. Cette séance se focalisera sur l'analyse du 6e chapitre. Tout d'abord, en ce qui concerne la phase prépédagogique, on peut noter qu'il s'agit du 3e module, à savoir le roman à thèse, intitulé « Le dernier jour d'un condamné ». C'est l'activité d'étude de texte, le titre de cette composante et le projet d'écriture. Le support, bien évidemment, c'est le chapitre numéro 6. La compétence, étudier un roman à thèse. Et l'objectif à réaliser au long d'une séance, c'est identifier le rôle justificatif de la narration. On peut noter le titre, c'est Le dernier jour d'un condamné, publié en 1829. L'auteur, c'est Victor Hugo. La focalisation, il s'agit d'une focalisation interne. Alors le narrateur est lui-même le personnage principal. L'époque des événements ou le siècle, c'est le 19e siècle. Le courant littéraire, c'est le romantisme, dont on a déjà parlé. Le niveau de langue, c'est un niveau de langue soutenu. Et la tonalité, on peut faire part de deux tonalités, à savoir la tonalité tragique et pathétique. Tragique parce que la situation du condamné est toujours tragique, c'est un condamné à mort. Et pathétique, il met l'accent sur ses souffrances et essaie de partager avec nous ses souffrances. On a un champ lexical de la souffrance. Passons aux caractéristiques du texte. Le type du texte, il s'agit d'un texte argumentatif. Pourquoi ? Parce que le condamné avance des arguments afin de mentionner qu'il est incapable d'écrire. Mais par la suite, il réfute ces arguments pour mettre l'accent sur l'utilité de l'écriture. En ce qui concerne la nature du texte, il s'agit d'un monologue intérieur. Autrement dit, c'est un monologue délibératif ou tout simplement, c'est un journal de souffrance, comme il a mentionné. La visée du texte, c'est une visée argumentative. La visée du texte est une visée argumentative. En ce qui concerne le schéma énonciatif ou l'énonciation, celui qui parle, c'est un condamné, c'est le condamné. À qui ? À lui-même. On est toujours dans le cadre d'un monologue intérieur, bien évidemment, alors il parle à lui-même. Ou dans son cachot, à Bicêtre, quand, après la proclamation du verdict. Ça veut dire qu'après 3 jours de procès, le verdict de la peine capitale tombe et le condamné sera transféré à Bicêtre. Bien, il est transféré à Bicêtre. De quoi ? De sa volonté et son hésitation d'écrire pour émouvoir et persuader, pour se distraire, pour laisser un témoignage à ceux qui condamnent. Passons maintenant à la situation du passage. Ce passage est un extrait du roman à thèse intitulé « Le dernier jour d'un condamné » de son écrivain français Victor Hugo, publié en 1829. Alors, ici, on a la situation générale. C'est la situation qui se répète à chaque fois, mais ça n'empêche pas de répéter pour mémoriser ces informations. En ce qui concerne la situation particulière, ou bien la situation par rapport aux événements, on peut dire qu'après 3 jours du procès, le verdict tombe et le condamné est transféré à Bicêtre. En attendant l'exécution, dans 6 semaines, il commence à se familiariser avec le milieu carcéral qui l'accueille avec douceur au début, mais qui finit par se confondre avec les autres prisonniers en apprenant leur jargon. Quant à l'hypothèse de lecture, on peut se demander est-ce que ce projet d'écriture pourrait-il être utile pour le narrateur ? À vous de mentionner les réponses qu'on peut affirmer ou infirmer par la suite, mais je peux vous signaler des axes qu'on peut affirmer, bien évidemment. Alors, le premier axe, pour ou contre l'écriture.
Alors, ce premier axe va se focaliser sur l'idée d'écriture. Le condamné marque son hésitation, son incertitude et son désarroi concernant l'utilité d'écrire, son journal de souffrance, son procès-verbal et son autopsie intellectuelle. Il commence par souligner les raisons qui l'empêchaient d'écrire, mais il finit par les réfuter et trouver de bonnes raisons pour ne transmettre ses souffrances. À la lumière de ce que je viens de signaler, on peut noter comme trace écrite que ce passage s'étale sur 2 moments essentiels. Tout d'abord, l'hésitation d'écrire. Ça veut dire que le narrateur semble douter de l'utilité de l'acte d'écrire, ainsi que de sa capacité d'accomplir ses tâches à cause de l'emprisonnement. Il est privé de sa liberté et à cause du manque d'idées. Son cerveau n'est plus capable de produire des idées. Puis, la décision d'écrire. Après l'interrogation oratoire, pourquoi non? Alors le narrateur semble prendre une décision en faveur de l'écriture de son journal de souffrance, en réfutant les premières raisons et en les remplaçant par d'autres qui peuvent l'aider à bien mener son projet d'écriture. Passons au deuxième axe, qui peut avoir comme titre l'intérêt d'écrire, autrement dit l'utilité de son histoire, l'utilité de son écriture. Après avoir décidé d'écrire son journal, le condamné s'interroge sur son utilité. Ainsi, il trouve que ce journal aura une double fonction. Tout d'abord, pour lui, l'écriture lui permettra de se distraire de l'idée de la mort. Ensuite, pour les autres, elle portera un grand et profond enseignement. Elle donnera plus d'une leçon à ceux qui condamnent. Elle leur rendra la main moins légère et les poussera à réfléchir. Alors, à la lumière de ce que je viens de citer, on peut noter comme trace écrite que l'écriture pour le condamné est un moyen de distraction, de divertissement et de détente, ainsi que ses souffrances constitueront une matière féconde pour écrire. Aussi, son témoignage rendra la main de ceux qui condamnent plus légère quand il s'agira d'achever la vie d'un être humain. De plus, son écriture sera une leçon et un message pour les responsables de la société. Et enfin, on passe au troisième axe qui consiste à mentionner les figures de style. On peut observer que dans le passage, on a une question oratoire. Pourquoi ne le ferais-je pas? Alors, qui dit question oratoire dit fausse question, question qui ne demande pas de réponse. Après, on a une personnification, muraille de pierre nue. Alors, comme on a déjà signalé, c'est une figure d'analogie qui consiste à attribuer des caractéristiques humaines à des objets, à des animaux et à des choses inhumaines. La synecdoque est la figure mentionnée dans la phrase « jeter une tête qui pense ». Jeter une tête qui pense, ça veut dire qu'on a signalé l'être humain par une partie. On a remplacé le tout par la partie. On a remplacé l'être humain par la tête. Jeter une tête qui pense. Alors, cette figure de style est appelée la synecdoque. La périphrase, on a la balance de la justice, et on a une autre figure de style, toujours dans le cadre de la périphrase, c'est la chute verticale d'un couteau triangulaire. Ça veut dire, pour parler de la guillotine, on l'a remplacé par la définition
un couteau triangulaire. Et pour parler de la justice, on a dit la balance de la justice. Alors c'est la périphrase. Finalement, on peut mentionner qu'encore une autre fois, nous assistons en tant que lecteurs aux réflexions du condamné, qui ne pourraient être que celles de Victor Hugo, surtout lorsqu'on compare ses propos avec ceux du condamné. Merci pour votre attention, mes chers élèves, et on se verra dans une autre activité et dans une autre leçon, Inch'Allah.